La séance du conseil municipal ouverte. Je vais procéder à l'appel. Donc, Marilyn Wagner, présente. Gérard Lemercier. Sarah Ferraud, qui a donné procuration à Madame Eudes. Michael Pereira. Présent. Camille Dalle. Louis Chouin. Sabrina Bécher. Guillaume Vienner. Françoise Turmel. Pascal Séjourné. Claudine Eudes. Pierre Bibé. Frédéric Paris. Jérôme Varan, qui a donné procuration à Monsieur Pereira. Céline Menant. Pierre Jallet, qui m'a donné procuration. Laure Beaumartel. Jocelyn Coinon. Valérie Idiot. Thierry Josset. Laurence Béatrix. Dominique Bétourné, qui a donné procuration à Monsieur Josset. Chantal Hervieux. Julien Lefebvre, qui a donné procuration à Monsieur Lemercier. Ulrich Schlumberger. Valérie Branlot. Sébastien Lerat. Sandrine Bozek. François Van Fletteren. Claire Pitette. Pascal Ditch. Nathalie Perret, qui a donné procuration à Monsieur Ditch, et Antonin Planchette, qui a donné procuration à Monsieur Ditch. Donc j'ai bien toutes les procurations de Madame Ferraud, de Monsieur Varangle, de Pierre Jallet, de Monsieur Dominique Bétourné, de Monsieur Lefebvre, de Madame Nathalie Perret et de Antonin Planchette. Alors, il est dénombré 25 conseillers présents. La condition du quorum, soit 8 membres, est remplie conformément à l'article L2121, alinéa 17 du Code général des collectivités territoriales. Vous savez que pendant la période du Covid, le quorum est atteint lorsque 1/3 des conseillers est présent, pouvoir non pris en compte. Chaque conseiller peut avoir 2 pouvoirs. Donc, je vais faire passer le procès-verbal du précédent conseil. Donc, je vous propose de désigner Monsieur Pereira comme secrétaire de séance. Il n'y a pas d'opposition ? Alors, je voudrais faire, juste avant de commencer les délibérations, faire un petit retour sur ce week-end de vaccination. Nous avons été prévenus mercredi après-midi qu'il fallait organiser un centre de vaccination pour 1000 doses ce week-end. Je tiens tout particulièrement à remercier les services de l'État de nous avoir choisis comme ville pilote pour cette organisation massive. Je remercie la synergie qu'il y a eu entre le centre hospitalier, l'association des secouristes du pays Rive-Charentonne, les sapeurs-pompiers du SDIS, le personnel de la ville de Bernay, de l'intercommunalité, les élus qui se sont mis à disposition pour pouvoir organiser cette grande manifestation. Forcément, il y a eu certaines personnes qui sont mécontentes parce qu'ils n'ont pas été appelés. Le reportage de France 3, où moi-même j'étais très en colère,
parce que France 3 sont arrivés dimanche matin et avaient choisi une personne de Gaillon pour suivre. Il faut savoir quand même que sur Doctolib, pour cette grande vaccination, il y a eu une plage ouverte à tout le monde. Donc ça veut dire que si des personnes voulaient s'inscrire, pouvaient s'inscrire. Aujourd'hui, les services ont fait le pourcentage des personnes qui ont été vaccinées. Seules, en dehors de notre territoire, parce que quand je parle de territoire, je parle bien de territoire de l'intercommunalité. Seuls 3% des personnes sur les 1200 vaccinations venaient hors du département, hors de notre territoire, pardon. Ils étaient sur le département. 27% de Bernéens ont été vaccinés, 45% sur le territoire de l'intercommunalité et 21% sur le territoire proche de notre intercommunalité, c'est-à-dire Tiberville, toutes les petites communes autour. Donc moi, je veux quand même dire ma satisfaction pour cette grande campagne de vaccination où ça s'est très très bien déroulé. Il y avait une fluidité et tout le monde a travaillé, comme on dit, en transversalité et avec beaucoup de synergie. J'espère que cette campagne sera très vite renouvelée. Oui, Pascal ? Oui, Madame le maire, je voulais vous dire, comme tous les élus, nous sommes des gens de terrain, et je voulais vous dire que hier et aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de monde, beaucoup d'aînés, et certains sont venus, enfin tous en fait, sont venus me voir pour me demander de vous apporter leurs remerciements sur la qualité, de ce week-end de vaccination, et m'ont confié le soin de vous apporter à vous, vos équipes, et toutes celles et ceux qui se sont mobilisés ce week-end, leur satisfaction à tous les niveaux. Merci, M. Ditch. Comme nous nous sommes engagés, nous avions une liste d'attente, bien sûr, ce qu'on n'a pas pu contenter tout le monde. Et cette liste d'attente va être complétée par les vaccinations à l'hôpital. Donc tout le monde, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être vaccinés ce week-end, dans les semaines à venir, vont être vaccinés par l'hôpital. Voilà. Donc, je commence par la première délibération. Prestation d'action sociale en faveur des agents de la ville de Bernay, maintien et actualisation des taux à compter du 1er janvier 2021. Et je donne la parole à Monsieur Pereira. Merci, Madame le maire. Donc effectivement, l'objet de cette délibération, c'est de proposer aux membres du conseil municipal d'approuver le maintien et l'actualisation des prestations d'action sociale. Donc qu'est-ce donc ? Les prestations d'action sociale, c'est pour vulgariser le CE de la mairie. En fait, cela permet à des familles, donc des agents de la collectivité, de pouvoir bénéficier de certains avantages pour envoyer les enfants en centre de vacances, en centre de loisirs ou en séjour linguistique. Avez-vous des questions ? Pas de questions ? Procédons au vote. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. Je vais redonner la parole à Monsieur Pereira pour présenter les lignes de directrice de gestion 2021-2022. Oui, mais ça, c'est les informations. Ah, d'accord. Par contre, j'ai pas pris... Ouais, je l'ai pas pris. Bon, je vais le présenter. Bon, à titre, c'est qu'une information, on n'a pas à le voter. Nous avons mis en place les lignes de directrice de gestion 2021 et 2022 pour le personnel de notre collectivité.
C'est-à-dire que les lignes de gestion, elles imposent la réalisation d'un état des lieux. Les documents de ressources humaines de la collectivité sont les suivants: le tableau des effectifs, les délibérations relatives au régime indemnitaire, les rations d'avancement de grade fixées par délibération du 15 octobre 2018, le plan de formation pluriannuel, le bilan social de la collectivité, les évaluations annuelles des agents et les lignes directrices de gestion pour le parcours professionnel présentées lors du comité technique du 3 décembre 2020. Aujourd'hui, les effectifs de la ville correspondent en tant que titulaires fonctionnaires à 208 emplois, 10 permanents et 32 qui sont en accroissement temporaire d'activité. En ETP, ça représente pour les emplois de fonctionnaires 200,53, 10 contractuels permanents et 26,60 ETP. Les effectifs au service de l'eau au 1er janvier 2021, en nombre, c'est 9 personnes de titularisées et en ETP, ça représente 8,80. Donc, en répartition par filière et par statut de la ville de Bernay, et je parle des employés titularisés. En administratif, nous avons 48 agents, en technique, 109 agents, à la culture, 11 agents, en sport, 2 agents, médico-social, 3, animation, 23 agents, police, 3 agents, social, 9 agents. Les autres emplois, donc il y a 6 agents en administrative, c'est sur les contrats aidés, apprentis, vacataires, directeurs de cabinet, il y a 6 agents. En technique, il y en a 15. En culturel, il y en a 2. En animation, il y en a 7. Et sans filière, il y en a 12. Concernant le service de l'eau, en administratif, il y a 3 agents. Et en technique, il y en a 6. Donc ça fait 9 agents en tout. Alors, si on regarde la projection des départs en retraite des agents, sur 2021, il y a 6 agents qui sont prévus de partir en retraite, 7 en 2022, 7 en 2023, 6 en 2024, 6 en 2025 et 7 en 2026. Projection des autres départs annoncés, 10 en 2021, 1 en 2022 et un autre en 2024. Projection des recrutements suite au départ en retraite des agents. Pour l'année 2021, il n'y a aucun recrutement. En 2022, il y en a 2. En 2023, 3. En 2024, 2. 2025, 2. 2026, 3. Projection des recrutements suite à des départs autres que la retraite. Il y en a 6 en 2021, 1 en 2022 et 1 en 2024. Concernant la répartition entre hommes et femmes, vous savez bien que dans les collectivités, c'est beaucoup plus de femmes qui occupent les postes. Donc, pour la tranche des 25 ans et moins, il y a 5 hommes et 6 femmes. De 26 à 30 ans, 4 hommes et 8 femmes. De 31 à 35 ans, 7 hommes et 23 femmes. De 36 à 40 ans, 14 hommes et 12 femmes. De 41 à 45 ans, 6 hommes, 28 femmes. De 46 à 50 ans, 18 hommes et 34 femmes. De 51 à 55 ans, 10 hommes, 24 femmes. De 56 à 60 ans, 14 hommes et 23 femmes. De 61 ans et plus, 7 hommes, 7 femmes. La pyramide des âges met en évidence la part élevée des départs à la retraite à court et moyen terme et ainsi la possibilité d'intégrer des compétences nouvelles, notamment via le recours à l'apprentissage. Alors, au vu de l'état des lieux et du projet politique, la collectivité souhaite répondre aux objectifs suivants: améliorer la qualité du service public, assurer un cadre de travail respectueux et responsable pour tous et favorisant l'approche collective et transversale,
accompagner les agents tout au long de leur parcours professionnel, préserver la santé des agents et accompagner les situations individuelles, développer une vision prospective des effectifs, des métiers et des compétences. Alors, l'application des 1607 heures, conformément à l'article 47 de la loi 2019, alinéa 828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, une délibération sera à prendre avant le 28 juin 2021 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2022. Dans ces objectifs aussi, dans ces axes, il y a lieu d'optimiser la masse salariale et la révision du RIFSEP, et de mettre aussi en avant la qualité du dialogue social. Donc, dans un souci d'amélioration permanente et d'adaptabilité, les lignes directrices de gestion sont prévues pour une durée de 2 ans. Il y a eu un avis du comité technique. Et la date d'effet sera donc pour 2021 et 2022. Voilà les informations que je voulais vous faire part. Une autre information, la création d'un comité de pilotage de la révision du PLU. Donc, nous vous proposons de créer ce comité pour pouvoir y participer et nous demandons à chaque groupe de l'opposition de nous présenter un candidat pour faire partie de ce comité de pilotage de la révision du PLU. Donc cela ne fait pas partie d'une délibération, hein. C'est bien un groupe de travail qui est constitué comme la qualité de l'eau et qu'on ouvre à l'opposition pour justement co-construire ce projet-là ensemble. Oui, monsieur Chaumerger ? Oui, je suis volontaire. Oui, je suis aussi volontaire. Très bien, je vous remercie. On vous avait envoyé un mail avec la convocation du conseil municipal pour le retour de la déclaration d'intérêt. Est-ce que tout le monde a redonné à Claude les informations ? Claude, qu'est-ce qui manque ? Est-ce que ceux qui n'ont pas rendu le formulaire peuvent lever la main? Ainsi, Claude pourra venir vous donner un formulaire vierge. Ou ceux qui l'ont déjà peuvent le donner à Claude. J'aurais une question à ce sujet-là. S'agit-il d'une obligation ou d'une... Et si oui, est-il possible de recevoir les textes de loi qui stipulent cette obligation? Oui, effectivement, il s'agit d'une obligation légale puisque c'est notre directeur des affaires juridiques qui a vu qu'il y avait une lacune dans les précédents mandats et l'objectif c'était d'être conforme à la légalité des actes et évidemment on pourra demander à notre directeur des affaires juridiques de vous communiquer les textes en question. Je vous remercie, oui, j'attends donc ces textes. Merci. J'attends que Louis revienne. Délibération numéro 2.
création d'un emploi permanent à temps complet. Et je donne la parole à Monsieur Pereira. Merci Madame le maire. Oui, effectivement, compte tenu de la réorganisation des services, il s'avère nécessaire de créer le poste suivant, donc qui est un poste de responsable des bâtiments et ateliers à temps complet. Comme évoqué en commission, l'objectif n'est pas de recruter en externe, c'est bien une mobilité interne, sauf que ce poste n'existait pas en fait dans le tableau des effectifs. Et donc l'objectif, c'est de demander aux membres du conseil municipal d'autoriser la création de ce poste-là. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole à Monsieur Pereira concernant le recrutement d'un agent contractuel au poste de directeur général des services. Merci Madame le maire. Donc là, il s'agit effectivement de créer un poste d'emploi permanent de catégorie A par un agent contractuel, notamment dans notre contexte, puisque c'est un besoin de service. Donc, au regard de la haute technicité que requiert l'emploi visé et le recrutement infructueux de titulaires, il est proposé d'ouvrir ce recrutement à un agent contractuel. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 4 est la création et la composition d'une commission consultative des services publics locaux. Donc, il vous est demandé de créer cette commission, proposé de fixer à 11 le nombre des membres, 8 conseillers municipaux de la majorité et opposition mélangée, 3 représentants d'associations que je nommerai. Est-ce que vous avez préparé une liste ou autre? Et est-ce que vous voulez bien qu'on fasse le vote à main levée? Ou sinon, on passe avec l'urne? Pour le vote à main levée. À main levée? Oui. Oui. Donc, je donne la parole à Monsieur Pereira. Merci Madame le maire. Donc effectivement, pour vous donner quelques éléments de contexte pour ceux qui n'étaient pas à la commission, le Code général des collectivités territoriales, c'est aussi une obligation légale qui n'était pas respectée dans les autres mandatures, prévoit en fait que les communes de plus de 10 000 habitants doivent créer une commission consultative des services publics locaux. Donc cette commission est chargée notamment d'examiner chaque année les rapports d'information établis par les concessionnaires de services publics, le bilan d'activité des services exploités en régie dotés de l'autonomie financière, ainsi que les rapports établis par le titulaire d'un marché de partenariat. Donc la Commission peut en outre demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. Donc, comme Madame le maire l'a évoqué, cette commission comprend le maire, qui est présidente de droit, les membres du conseil municipal élus, donc là, ce qu'on vous a évoqué, c'est de le fixer à 8 conseillers municipaux, ainsi que 3 représentants d'associations locales, qui sera nommé par Madame le maire. Donc, le vote, comme l'a évoqué Madame le maire, peut se faire à main levée, vous l'avez autorisé, et elle se fait du coup à la... Non. C'est un vote qui se fait à la proportionnelle au plus fort reste. Alors, ce que je proposais, c'était que comme c'est au plus fort reste, parce que comme je vous l'ai dit, je voulais que ça soit du participatif, est-ce que M. Schomberger ou M. Ditch, puisque si on va à la proportionnelle, M. Schomberger, vous aurez un poste, et M. Ditch n'en aura pas. Est-ce que si vous êtes d'accord... Il aura un poste. Monsieur Ditch, il en aura quand même un? Oui. Ah non, c'est pour la prochaine. Donc c'est pour la prochaine, excusez-moi, j'étais un peu trop vite. Avec 8 conseillers municipaux, il y aura
normalement, un poste pour M. Ditch, on verra le vote, 2 postes théoriquement pour M. Schumberger et le reste des postes pour la majorité. Donc il y aura un représentant de tous les groupes. Donc on va procéder au vote à main levée. Pour la liste de Pascal Ditch, donc 3 voix. Pour la liste de M. Schumberger, 6 voix. Il y a la procuration de Mme Branlot, non? Non, il n'y a pas de procuration. Ah, il n'y a pas de procuration, pardon. 5 voix alors. Et pour la liste de Mme Wagner, oui, aussi, procuration. donc 24. C'est les procurations. Oui, 24. Donc 24, Claude. Donc, juste pour vous dire comment ça se calcule, il y a en fait tout simplement un logiciel que Claude Parmentier a sur son PC. Elle rentre le nombre de voix et cela va nous donner normalement le nombre de postes. Alors, sur le nombre de conseillers qui étaient présents à l'appel, il y a 25 personnes. Avec les procurations, ça fait 32 personnes. Et le résultat, c'est 6 pour la majorité, un poste pour M. Ditch et un poste pour M. Schlumberger. J'aurais besoin du coup du nom pour la liste de M. Ditch et la liste de M. Schlumberger, du représentant. D'accord. Alors, je vais passer à la 5e délibération. C'est la création d'une commission permanente de délégation de services publics. Et c'est là que si on vote à la proportionnelle, M. Ditch n'aura pas de personnes dans sa liste. Ce que je vous propose, et si vous en êtes tous d'accord, c'est que normalement il y a 5 titulaires et 5 suppléants, c'est de faire soit une liste commune, où il y a 3 personnes de la majorité et un représentant de chaque groupe, ou alors on passe au vote traditionnel. Je donne donc la parole à M. Pereira. Merci, Madame le maire. Donc, pour contextualiser effectivement l'objectif de cette commission permanente de délégation de services publics, qui est également une obligation légale,
c'est en fait d'acter les entreprises autorisées à présenter une offre et de choisir l'entreprise attributaire du contrat. Donc cette commission est effectivement composée de Madame le maire, donc qui est autorisée et habilitée à signer les contrats de concession, qui est membre de droit, et par 5 membres du conseil municipal élus. Donc, comme l'a évoqué Madame le maire, on a cette possibilité-là de constituer une liste unique avec 3 de la majorité, un membre de la liste de Pascal Ditch, un membre de la liste d'Ulrich Schumberger, ou de le faire à la proportionnelle au plus fort reste. Nous sommes favorables au fait que Pascal Ditch puisse participer à cette commission. Donc, ne pas faire la proportionnelle et suivre votre recommandation. Donc, on ne fait qu'une seule liste. Donc, ça veut dire, si j'ai bien compris, qu'il y aura M. Ditch, moi-même et... je ne sais pas si M. Ditch présente un je veux, sous réserve, évidemment. Excusez-moi. Donc, je vous remercie. Néanmoins, c'est Antonin Planchette qui représenterait notre groupe. Donc, on est bien d'accord. Nous faisons qu'une liste commune, 3 de la majorité, une personne de la liste unie pour Vernet, une personne de la liste de Pascal Ditch. Et pour Pascal Ditch, c'est Antonin Planchette. Et pour vous, M. Schumberger, c'est vous-même. C'est moi-même, oui. Et donc, les 3 personnes de la majorité, M. Pereira va vous les nommer. Merci, Madame le maire. Donc, il y a Jérôme Varangle, Frédéric Paris et moi-même. Et il nous faut aussi maintenant 5 remplaçants. Donc, on fait la même chose. Monsieur Ditch, vous avez un nom à nous donner. Oui, donc Nathalie Perret. Nathalie Perret. Monsieur Schumberger. Madame Pitette. Madame Pitette. Pour M. Pereira, les 3 suppléants. Pardon. Donc, les 3 suppléants, Thierry Josset, Guillaume Vienner et Valérie Dio. Donc, on est tous d'accord. C'est pas la peine que je pose la question, y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Sixième délibération. Convention portant mise en œuvre d'une période de préparation au reclassement. Je donne la parole à M. Pereira. Merci, Madame le maire. Donc, effectivement, le maire indique que la période de préparation au reclassement est un droit créé pour les fonctionnaires territoriaux titulaires reconnus inaptes définitivement à l'exercice de l'ensemble des fonctions de leur grade, du fait de leur état de santé. Elle constitue une période transitoire d'une durée maximale d'1 an, permettant à l'agent de se préparer, de se qualifier en vue d'un reclassement statutaire dans un nouveau grade ou sur un emploi compatible avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de sa collectivité, voire dans une autre fonction publique. Donc, l'objectif de la délibération, c'est de permettre à Madame le maire de pouvoir signer ce type de convention. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, la délibération numéro 7. Lors de l'envoi des maquettes budgétaires, le compte de gestion n'était pas prêt de la part de la trésorerie. Donc, comme elle était manquante lors de l'envoi du conseil, aujourd'hui, vous la trouvez sur votre table. Donc, on va parler de la délibération de la reprise anticipée des résultats de clôture de l'année 2020 pour le budget principal de la ville et pour son budget annexe Serville de l'Eau.
Pourquoi la reprise anticipée des résultats? On aurait pu préparer présenter le CA aujourd'hui, mais la trésorerie n'est pas prête. Donc, pour éviter un budget supplémentaire et avec la validation quand même de la trésorerie de nos comptes, nous allons faire un report anticipé des résultats et nous les confirmerons au Conseil du mois de mai. Voilà. Et donc, nous pouvons présenter le BP. Je donne donc la parole à Monsieur Chouin. Merci Madame le maire. Donc avant de vous présenter les chiffres globaux du budget primitif, je souhaite vous faire quelques commentaires explicatifs sur les éléments essentiels qui le constituent. Nous sommes toujours dans un contexte incertain, et cela est évidemment lié à la crise sanitaire. Les prévisions 2021 vont devoir concilier le déploiement des engagements de notre contrat municipal et l'amélioration de la situation financière de notre collectivité. Le budget primitif que nous vous présentons ce soir correspond peu ou prou aux éléments qui vous ont été présentés dans le rapport d'orientation budgétaire en février dernier et revêt donc les mêmes explications. Pour rappel, il a fait l'objet d'une présentation à la Commission Finances du 26 mars dernier sans recevoir de remarques particulières. Donc je vous rappelle qu'en matière de fonctionnement, pour ce qui concerne les dépenses, nous prévoyons de maîtriser drastiquement les dépenses de fonctionnement, toujours dans ce contexte de crise sanitaire incertain, improbable, enfin on le qualifiera comme on le souhaite, avec un objectif global de baisse des dépenses de fonctionnement de l'ordre de 3% par rapport au budget 2020, ce qui représente environ 419 000 €. Pour ce qui concerne les charges générales de fonctionnement, nous considérons, nous avons pour objectif une baisse de l'ordre de 4,8%, avec une volonté de faire plutôt que de faire. La collectivité, je vous le rappelle, a des agents dotés de compétences et cela devrait nous permettre de réduire le recours à la sous-traitance trop souvent sollicitée. Pour ce qui concerne les charges de personnel, nous avons pour objectif de les stabiliser. Cette maîtrise est un enjeu important si l'on considère son poids dans les dépenses de fonctionnement. Je vous rappelle que les dépenses de personnel représentent 69% de l'ensemble du budget, comparativement à la moyenne de la strate qui, elle, se situe à 58%. Cependant, la maîtrise est rendue difficile par les effets mécaniques du système de glissement, vieillesse, technicité, c'est-à-dire des ratios qui permettent aux agents d'évoluer avec les années, ainsi que les évolutions du cadre national. La réorganisation des services se traduira également par la révision des régimes indemnitaires, celle du temps de travail et la réduction significative des embauches, comme l'a présenté tout à l'heure Madame le maire. Pour ce qui concerne les charges de gestion courante, nous envisageons une baisse très importante, et cela principalement grâce à la baisse drastique de la subvention versée au CCAS. Nous comptons la baisser de 286 000 € par rapport à l'année antérieure. Pour ce qui concerne les charges financières, elles sont en baisse également par rapport au budget 2020, et cela est évidemment dû en partie à la renégociation des taux d'intérêt telle qu'elle vous a été présentée en décembre, et l'existence parmi nos emprunts d'emprunts à taux dégressifs, avec une régulation qui devrait nous permettre d'économiser 66 000 € par rapport à un calcul initial qui avait été fait à taux fixe. Pour ce qui concerne les autres dépenses de fonctionnement, elles sont, quant à elles, en hausse de 33 000 €, et cela est principalement dû au reversement à l'Agence de l'eau de la redevance
sur les réseaux de collecte pour les années 2014, 2016, 2017, 2018 et 2021, évidemment, n'ont prévu les années précédentes. Par prudence, par ailleurs, nous avons également intégré une enveloppe pour dépenses imprévues de 163 000 € en cas d'aléas, notamment liés à cette crise sanitaire que nous traversons. Pour ce qui concerne les recettes, nous prévoyons une amélioration du niveau des recettes de fonctionnement d'environ 8%, malgré la stabilité des taux d'imposition et les risques liés à la crise. Cette hausse est principalement liée, d'une part, à une hausse des recettes de l'ordre de 300 000 € par rapport au budget 2020, correspondant à l'augmentation des redevances à caractère culturel, loisirs, social, ainsi que des recettes provenant de la cuisine centrale, et notamment grâce à la fourniture de repas à la résidence Liliane Carpentier. Nous comptons également sur la vente de foncier non bâti pour environ 1 million €, et cela en vue d'installer un certain nombre d'industriels sur notre territoire qui ont été conquis pour beaucoup, d'ailleurs pour tous, par l'attrait que présente notre ville. Il s'agit donc de 4 parcelles sur le secteur de l'aérodrome. Donc, je vous rappelle que l'aérodrome est route de Tiberville, mais enfin, je pense que tout le monde le sait. Une parcelle sur Malouve et une parcelle sur la ZAE du Bois du Cours. Pour ce qui concerne les investissements, en matière de dépenses, nous prévoyons, en lien avec nos engagements du contrat municipal, et cela pour une ville plus accueillante, solidaire et responsable, de relancer l'investissement. Ainsi, les dépenses d'équipement sont en hausse de l'ordre d'1,5 million €, conformément à ceux qui avaient été présentés dans le rapport d'orientation budgétaire, et cela concerne principalement l'enfance-jeunesse et le sport pour 36%, l'aménagement du territoire pour 29%, la culture et le patrimoine pour 23%. En matière de recettes, nous envisageons une hausse de près de 4%. Elle concerne principalement les subventions d'équipement, en lien avec la hausse des dépenses d'équipement. La baisse du chapitre 1068, quant à elle, correspond au différentiel de l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation des résultats. J'en terminerai par la dette, avec un encours de dette aux environs de 14 millions € à fin décembre 2021. La collectivité maîtrise son niveau d'endettement. À la dynamique d'investissement s'associe un pilotage régulier de nos dépenses qui nous permettra d'améliorer notre épargne brute en 2021. Nous devrions atteindre 1 717 000 comparativement à 748 000 cette année, en 2020, et un retour à une épargne nette positive. Voilà ce que j'avais à vous dire, Madame le maire. Je vais vous rajouter que globalement, le budget s'établit à, pour ce qui concerne le budget de la ville, en fonctionnement 15 408 926 €, en investissement 8 059 039 €. Pour ce qui concerne le budget annexe de l'eau, 3 422 688 € en fonctionnement et 1 749 650 € en investissement. Voilà, j'en ai terminé, Madame le maire. Merci, M. Chouin. Je pense que M. Chouin a faim, parce qu'il a fait pour les 3 délibérations, qui arrive, le compte-rendu pour les 3 délibérations. Donc, je vais lui redonner la parole pour qu'il nous affecte la reprise anticipée des résultats. Tu l'as déjà présenté. Bon, alors, pour ce qui concerne la reprise anticipée du résultat, comme vous l'a annoncé tout à l'heure, Madame le maire, la loi dispose que les excédents budgétaires N-1 sont affectés par le conseil municipal après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Cependant, s'il est possible d'estimer les résultats avant l'adoption du compte administratif ainsi que du compte de gestion, le conseil municipal peut alors, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de ces résultats.
Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin éventuel de financement de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation sont alors inscrits par anticipation au budget de la commune. Et cela nous évite, comme l'a dit Madame le maire tout à l'heure, nous évite l'exercice chronophage et énergivore de la constitution d'un budget supplémentaire tel qu'en octobre 2020. Toutefois, si le compte administratif 2020 fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, nous devrons procéder à leur régularisation ainsi qu'à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif, en tout état de cause avant la fin de l'exercice. Il vous est donc demandé d'autoriser la reprise anticipée des résultats de 2020 pour les budgets de la ville ainsi que pour celui de l'eau. Merci, Monsieur Chouin. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Ditch. Merci, Madame le maire. Donc, en cohérence avec les débats et les échanges que nous avions eus lors du ROB, le rapport d'orientation budgétaire, j'aimerais, comment dirais-je, saluer les efforts faits par la collectivité et par votre majorité sur la culture et le sport, particulièrement dans les investissements qui vont être rapidement mis en place, particulièrement sur la maison des artistes, donc anciennement les logements Jules Ferry. Donc ça, j'y vois vraiment un point très positif. De même que pour le sport, avec ces aménagements sportifs et polyvalents dans la prairie. Et saluer aussi vos efforts en direction de la jeunesse pour leur offrir des équipements à la hauteur des enjeux de la prise en compte des préoccupations de la jeunesse. Et j'ai noté, comme vous le disiez, Monsieur Chouin, un effort de 23% sur la culture et le sport. J'en profite pour saluer les services et les remercier sur la qualité des documents qui nous sont fournis, comme je l'avais fait la fois dernière, et saluer aussi la clarté de l'exposé de M. Chouin sur vos choix politiques. Néanmoins, sur vos investissements, je ne partage pas du tout cette envie de voir l'extension de la vidéosurveillance sur notre territoire. Et je pense que je souhaite vous interpeller sur ce point de votre contrat municipal qui, de mon point de vue, impacte lourdement le budget de notre ville, c'est cette extension de la vidéosurveillance. Vous l'avez dit en introduction de cette réunion de conseil municipal, notre préoccupation aujourd'hui, elle doit être centrée sur la santé, elle doit être aussi centrée sur l'éducation, comme cela avait été dit il y a quelques semaines et rappelé encore ce soir, parce que les faits sont têtus. Aujourd'hui, la crise sanitaire nous oblige. Je pense que ces 213 398 € d'investissement, et je ne parle pas du fonctionnement qui ira avec, auraient été bien plus utiles dans une enveloppe que vous avez citée, qui est celle du montant des sommes pour les imprévus qui sont liés à la crise sanitaire, les conséquences de la crise sanitaire. Et je pense que ceci aurait pu être abondé dans cette enveloppe et reporter cette extension de la vidéosurveillance, d'autant plus que, comme vous le savez, chacun d'entre nous ici avons reçu un rapport sur l'état de la recherche scientifique concernant la vidéosurveillance, complété par, comme vous le savez aussi, des documents du Canard enchaîné qui rappellent que c'est une farce caméra, la vidéosurveillance, et que son impact sur la régulation des violences dans l'espace public sont très très limités, et que cette recherche fait état d'un constat très sévère sur son efficacité, et qu'aujourd'hui, sur le travail des enquêteurs, sur le travail de la police judiciaire, cet outil de vidéosurveillance représente qu'une infime contribution au travail de ce que je disais, la police judiciaire et des enquêteurs. Donc je pense vraiment, et sans vouloir me répéter, être trop long sur ce sujet-là, que ces sommes auraient pu être versées aux imprévus des conséquences de la crise sanitaire,
voire aussi au patrimoine scolaire, et si cela avait été possible, sur le développement durable. Et donc, en fonction de ce que je viens de vous exposer, je ne voterai pas le budget ce soir. Merci, Monsieur Ditch. Donc, effectivement, vous avez raison, 213 000 €, c'est une grosse somme. Nous avons obtenu 60% au titre du FIPD et 20% du département. Il va rester à notre charge 73 000 €. Dans la mise en application de cette vidéosurveillance, vous pourrez constater, vidéoprotection, vous pourrez constater au fil du temps que nous avons privilégié les monuments type les églises, les écoles, parce que c'est important les écoles. Vous savez bien que dans les écoles, il se passe aussi des événements type le harcèlement scolaire, et ce n'est pas qu'ailleurs, c'est aussi à Bernay. La dégradation, on le voit sur, par exemple, avant, au parking des Hauts-Penteurs, il n'y avait pas de vidéo et il y avait énormément de dégradation. Depuis qu'il y a la vidéo, il n'y a plus de dégradation. Donc, c'est un choix de mettre en sécurité. Par contre, vous dites qu'on n'a pas de violence à Bernay ou de dégradation. Samedi, il y a 8 jours, de 19h30 jusqu'à 2h30 du matin, j'étais dans la ville. Parce que peut-être que chacun est chez soi à cette heure-là, et c'est normal avec le confinement. Dans tous les cas, le maire était présent sur la commune pour les feux. Il y a eu énormément de dégâts. Ça a commencé par la prairie de la Charentonne, à 19h30, où les pompiers sont intervenus pour un feu sur la prairie de la Charentonne. Et dans la ville, le samedi, aussitôt après, des feux de poubelle un peu partout, et comme vous avez pu le constater, même une voiture de gendarmerie a brûlé. Alors, jusqu'à 2h30 du matin, monsieur Ditch, je veux bien, mais moi, le samedi soir, j'aimerais bien aussi un peu me reposer. Enfin, je le dis, je passe quand même beaucoup d'heures dans ma commune, et je ne le regrette pas. Mais quand je dois sortir le samedi soir, alors que je pourrais être en famille chez moi, et que je dois rester jusqu'à 2h30 des matins, parce qu'il y a des jeunes bien sûr, ce n'est pas des personnes âgées ou des personnes vulnérables qui sortent, des jeunes qui ont décidé de mettre le feu à toute la ville, de jouer avec des panneaux, de les mettre au milieu de la route pour empêcher la circulation. Vous me direz que ce samedi-là, normalement, personne ne doit être dehors. Samedi-là, nous avions la vaccination, samedi soir, ce sont mes élus qui sont sortis, parce que encore sur la prairie de la Charentonne, on y mettait le feu. Alors soit on bétonne toute la prairie de la Charentonne et on dit on ne met pas de vidéo, on enlève les arbres, on enlève tout, on fait un parking, c'est possible aussi, on ne mettra pas la vidéo. Mais comme on va installer des infrastructures sur cette prairie, moi j'aimerais bien qu'elle reste quand même en état. Alors pour rassurer certains, parce que je vois sur les commentaires sur les réseaux sociaux qu'il y a eu des skateparks, ça n'a pas tenu. Donc si ces personnes-là pouvaient participer, parce qu'il y a quand même, des Bernéens, des jeunes comme des moins jeunes, qui participent au projet de construction de ce skatepark, moi, la seule indication que j'ai donnée, que ça soit en béton, justement pour pallier qu'il n'y ait plus de feu, ainsi que tous les bancs qui y afféreront. Donc, vous voyez, monsieur Ditch, je ne fais pas de la vidéo pour faire de la répression, je mets de la vidéo pour quand même éviter qu'on ait des dégradations. Attendez, monsieur Ditch, je n'ai pas fini. Parce que les jeunes, et un peu plus âgés, savent que s'il y a la vidéo, à ces endroits-là, ils ne font rien. La vidéo a permis à la gendarmerie, aussitôt après, puisqu'on a lu la vidéo, d'identifier les 3 jeunes qui avaient fait ça. Donc, certes, je ne vous donne pas le compte-rendu de ce que la gendarmerie fait sur notre territoire, parce que c'est confidentiel, je ne le donne pas, mais je peux vous garantir que dans les lieux où il y a la vidéo permet aux gendarmes de trouver les personnes qui ont fait des dégradations ou autres, ou la vente de drogue. Monsieur Ditch, je vous disais que sur tout notre territoire, il y a des endroits où c'est ciblé la vente de stupéfiants.
Eh bien, la vidéo, elle permet quand même, quand on est interrogé par les services de gendarmerie, d'identifier les personnes. Donc certes, peut-être que certaines personnes vont se sentir qu'on va leur retirer, leur liberté. Moi, je dis et je confirme que si on n'a rien à se reprocher, eh ben, on peut y mettre de la vidéo. Surtout que les vidéos ne sont pas lues ni par le maire. Je vous assure que les vidéos ne sont pas lues par le maire et elles sont données par réquisition à la gendarmerie. Par contre, nous allons équiper la gendarmerie de tablettes pour qu'elles aient à l'instant T ce qui se passe dans notre ville. Donc voilà, Monsieur Ditch. Et comme Monsieur Chouin, je vais vous dire, vous devez avoir faim aussi, puisque vous avez déjà dit que vous ne voterez pas le budget. Moi, je veux juste qu'on vote la préaffectation des résultats. Donc, je vous redonnerai la parole après sur le budget, Monsieur Ditch, mais je voudrais juste, pour qu'on puisse avancer, qu'on vote la préaffectation des résultats. Je vous fais juste une réponse, si vous l'autorisez, Madame le maire, sur votre intervention, et je ne reviendrai pas dessus, si vous l'autorisez. Allez-y, Monsieur Ditch. Je vous remercie, Madame le maire. Je ne minimise pas les problèmes de tranquillité publique, loin de là. Et je partage, comme vous, des inquiétudes sur tous les actes déliquescents qui puissent exister sur notre territoire et ailleurs. Néanmoins, les études montrent que le vidéo flag, c'est un mythe et que lorsque l'espace public est repéré par celles et ceux dont vous faisiez allusion, eh bien ces actes délictueux, criminels, sont commis ailleurs. Sur les solutions qui peuvent être apportées, bien sûr, je l'ai dit la fois dernière, on a besoin d'éducateurs de rue, puisque vous parliez de jeunesse. Les effectifs de police de proximité qui avaient été supprimés, par le gouvernement Sarkozy, c'est vrai que c'est un vrai problème aujourd'hui sur nos territoires et au-delà, mais il est clair que à chaque fois qu'on évoquera les problèmes de vidéosurveillance, on aura des exemples et des contre-exemples. On aura l'exemple que vous donnez, qui est certainement abouti, mais on pourrait vous donner à chaque exemple un contre-exemple. Malheureusement, comme vous le savez, dans des grandes villes, dont une qui est certainement la ville la plus équipée en vidéosurveillance, qui n'a pas pu empêcher malheureusement des crimes crapuleux et terroristes. Donc, si vous voulez, moi je souhaite plutôt que nous mettions, l'argent du contribuable sur la prévention, parce que le vidéo flag, ça n'existe pas, et sur la prévention à travers des éducateurs de rue, davantage de personnel sur le terrain, la police de proximité, et dans cette période troublée par la crise sanitaire, comme nous l'avons écrit avec le groupe Bien Vivre à Bernay, et comme je vous l'avais signalé la fois dernière, dans le Bernay Info qui est toujours en cours de distribution, que la priorité doit être la santé et l'éducation. Je vous remercie, Madame le maire. Bon, je reviens pour ce que vous dites pour étendre au niveau des personnes de proximité. Vous savez que nous allons étendre l'embauche des agents de la police municipale. Nous allons avoir 6 policiers municipaux et 2 ASVP. Concernant les quartiers, nous allons remettre en place, et déjà on a commencé, les médiateurs de quartier. Voilà. Donc je voulais confirmer que ça ne sera pas que par la vidéo, et vous avez raison, la vidéo ne règle pas tout, mais on arrive à des conclusions sur des dossiers. Je sais que l'étude a été faite par votre ami Sébastien, et je remercie de la qualité de son travail. Mais je ne suis pas tout à fait en accord avec ses conclusions, parce que quand moi j'ai le rapport de gendarmerie qui m'arrive, parce que maintenant, tous les mois, nous avons des rapports de gendarmerie, et quand je vois tout ce qui se passe sur la commune et tout ce qui a été, les problèmes qui ont pu être résolus grâce à la vidéo, eh ben, je me dis qu'on est sur le bon chemin. Donc, en développant la police municipale dans les quartiers, dans les hameaux, en mettant des médiateurs de quartier, on va réussir que chez nous, on ait beaucoup moins d'incivilité et qu'on se sente en sécurité. Voilà. Donc, maintenant, on va quand même passer au vote pour la préaffectation des résultats. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie.
Alors, la délibération numéro 8, c'est la fiscalité et le vote des taux d'imposition 2021. Donc, je redonne la parole à Monsieur Chouin. Merci, Madame le maire. Donc, je vous rappellerai que la loi du 10 janvier 1980, à propos de la fiscalité directe locale, prévoit le vote des taux d'imposition locale par le conseil municipal. Un petit rappel contextuel, compte tenu de la réforme sur la suppression de la taxe d'habitation, de la baisse des prévisions des bases d'imposition 2021 et de la décision de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2021, la collectivité se prive d'une recette fiscale de l'ordre de 100 000 €. Les taux 2021 demeureront, si vous le voulez bien, les mêmes que ceux appliqués en 2020, c'est-à-dire pour la taxe d'habitation qui ne concerne que les résidences secondaires désormais 10,55%, pour ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties 22,08%, quant à celle sur les propriétés non bâties 31,39%. Pour information et pour être complet, le taux départemental de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties est de l'ordre de 20,24%. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Chouin. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et nous voilà enfin au budget primitif. Vous voulez que je recommence? Non, Monsieur Chouin, je vais juste demander s'il y a des questions. Oui. Monsieur Schumberger. Madame Wagner, avant de commenter votre budget, je voudrais commencer par vous lire une lettre que nous avons reçue récemment à Uni pour Bernay. Elle date du 25 mars 2021 et j'en tiens une photocopie à votre disposition. Je ne vais citer que quelques extraits car elle est assez longue. Mais voici ce qu'elle dit. On met le paquet pour les jeunes à Bernay, d'accord, mais pour les vieux et les vieilles, votre cher collègue nous oublie. Je sors d'une opération de la hanche droite avec rééducation à 83 ans, je suis seul, sans enfant, sans famille, et en plus, je suis presque paralysé des mains. Pour les vieux, on fait à la sortie de l'hôpital, psychologue par téléphone le lundi, mardi on vient vous prendre votre tension, on a droit à une aide ménagère mais payante, donc les gens à petite retraite, comment on fait? La place du marché de la Poste, plus rien. À l'église Sainte-Croix, point d'interrogation. Nous les vieux, avec canne, caddie et déambulateur, comment fait-on? Cette chère dame doit être experte en... Alors, je ne vais pas citer le mot car il est argotique et il me gêne, je vais le remplacer par bêtise, mais il commençait par un C et finissait par IE. Et ne se rend pas compte. Essayez, monsieur, de faire quelque chose, car Madame Wagner, avec Madame Wagner, on n'aura rien, Bernay-Ville morte, sans arbre, c'est affreux, et ça continue. Je crois que cette lettre résume très bien ce que vous faites à Bernay. Vous avancez sans écouter les gens, avec des lubies venues de nulle part, et surtout, qui ne répondent que partiellement aux besoins et attentes des Bernayens. Comme je suis certain que je ne parviendrai pas à vous convaincre, je vais juste vous donner des chiffres incontestables qui devraient vous faire réfléchir. L'INSEE nous informe qu'à Bernay en 2017, 14,6% de la population a plus de 75 ans. 20,7% entre 60 et 74 ans, soit 35,3% de la population qui, de façon certaine, ne fera pas de skateboard. Mais je vais revenir sur ce point. 14% de la population a moins de 14 ans et 15,4% entre 15 et 29. Alors oui, il faut redonner de l'attractivité à Bernay, notamment pour y attirer ou y retenir des familles et plus généralement de la jeunesse. Nous étions les premiers à l'évoquer lors de la dernière campagne et nous soutenons pleinement les terrains multisports, les pump parks, les parcours de santé et autres installations que vous proposez pour la somme de 500 000 €. En revanche, pourquoi aller dans l'excès?
et vouloir investir 550 000 € dans un skatepark aux dimensions régionales. N'y a-t-il pas moyen de trouver moins cher ou de différer cet investissement? Je sais que cela faisait aussi partie de notre programme, sans doute pas à ce prix-là, mais compte tenu de la crise économique et sanitaire, il faut savoir s'adapter. Encore une fois, revenons aux chiffres. Selon la Fédération française de skateboard, le nombre de licenciés est de 64 000 en France, en baisse régulière depuis 2018. 64 000 sur 66 millions de Français, c'est moins d'1%, 0,96% précisément. Ramenons les chiffres à Bernay. Sur 10 000 habitants, ce sont donc 96 personnes concernées. Vous investissez donc 550 000 € pour 96 personnes, à moins que vous ne le fassiez pour le territoire. Mais alors, ce seront encore les Bernéens qui paieront pour les autres. Je vais maintenant vous parler des 3 500 autres Bernéens qui ont plus de 60 ans et de leurs attentes. Des toilettes publiques réparties dans la ville, des bancs pour s'asseoir, des trottoirs où on ne tombe pas, des places aménagées, paysagées et surtout végétalisées. Avant de conclure, je voudrais évoquer les 1,3 million d'euros que vous voulez investir dans la résidence d'artistes. Dans une ville qui aurait su parer à l'urgence, je n'aurais rien contre une résidence d'artistes. Mais c'est loin d'être le cas à Bernay. Qu'apporte une résidence d'artistes au quotidien des Bernéens? La réponse est rien. En revanche, je vais vous dire ce que ce projet ôte au quotidien des Bernéens. Sans cette résidence, vous auriez logé les artistes dans les hôtels et gîtes de la ville, que vous priverez de cette activité économique. Vous générez des coûts fixes à l'avenir, comme le chauffage et le ménage, coûts qui n'existent pas aujourd'hui ou dans une moindre mesure, et qui seront payés par nos impôts. Si au lieu d'une résidence d'artistes, vous transformiez ce bâtiment en logement, sa proximité de la gare en ferait un lieu prisé qui amènerait plus d'habitants dans le centre-ville pour le bénéfice de nos commerçants. Et la ville, au lieu de supporter une charge, encaisserait le produit d'une vente. En résumé, entre les 550 000 € du skatepark et les 1,3 million d'euros de la résidence d'artistes, ce sont 1,8 million d'euros que vous pourriez investir dans le quotidien de tous les Bernéens. Et aussi, car il y a urgence dans la rénovation des bâtiments emblématiques de la ville, comme la Gabelle, l'Hôtel de Ville, Sainte-Croix et la Couture. Pour les raisons évoquées, nous voterons contre votre budget primitif, qui, pour nous, ne répond pas aux besoins de la ville et de ses habitants. Merci, M. Schomberger. Y a-t-il d'autres questions? Madame Pittet. Je reviens effectivement sur le skatepark, parce que la mode en est quand même passée depuis un moment. À Saint-Jean-de-Luz, par exemple, qui est la Mecque de tous les sports de glisse, où se trouve aussi l'entreprise Quicksilver, eh bien, cette dernière a fait pour la ville un grand skatepark. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir vous verrez 2, 3 jeunes ou adultes, mais il n'y a personne sur cet élément et sur ce skatepark. Les trottinettes actuellement, on pourrait en parler, pourraient aller utiliser ce matériel. En fait, maintenant les trottinettes sont électriques, les vélos électriques, et ce ne sont pas les gens qui les utilisent, qui vont utiliser le skatepark. Qu'on puisse se déplacer dans la ville avec des trottinettes électriques et des vélos électriques me paraît plus contemporain que d'installer un matériel qui, maintenant, est un peu dépassé. Oui, les city-stades, oui, le pump track, les parcours de santé, mais ce matériel extrêmement onéreux sera-t-il vraiment utilisé? Je vous remercie. Merci. Plus d'autres questions? Donc, je vais répondre à M. Schlumberger. Monsieur Schlumberger, vos questions, ça prouve bien votre ignorance des finances et ça prouve encore que vous ne travaillez pas vos dossiers.
quand vous annoncez 500 000 € pour un skatepark, vous n'avez pas regardé l'enveloppe globale. L'enveloppe globale pour animer cette prairie avec les installations est de 1 million d'euros, subventionnés à 80%. Il reste 200 000 € à la charge de la collectivité pour l'ensemble de la prairie de la Charentonne. Concernant le skatepark, qui était aussi un élément de votre programme, je suis un peu stupéfaite de votre revirement. Franchement, Monsieur Schlumberger, vous ne participez pas à cette commission, vous n'y allez pas. Depuis quelque temps, il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines, on voit le grand retour d'Ulrich Schlumberger sur la commune de Bernay. Mais vous étiez où avant ? Venez donc participer à ces groupes de travail et vous verrez le nombre de jeunes, de professeurs de sport qui s'emparent de ce dossier. Parce que sur ce skatepark, on ne fait pas que du skate, on fait du roller, de la trottinette, et c'est pour aussi bien les petits jusqu'à un âge certain avancé. Et sur la prairie de la Charentonne, il y aura des équipements sportifs multigénérationnels, et pour permettre aux familles de venir le matin dès 9h jusqu'au soir, s'ils veulent, pour faire des pique-niques. On a aussi prévu, et ça vous n'avez pas dû regarder parce que vous n'avez pas maîtrisé ce dossier, comme bien des fois vous ne maîtrisez pas les dossiers, vous posez des questions. Taisez-vous, Monsieur Schlumberger, je vous réponds, je vous ai laissé parler. Donc, ce que je peux vous dire, parce que sur la prairie de la Charentonne, nous avons aussi prévu des animations en extérieur le soir, des concerts avec des gradins végétalisés et autres. Donc, ne venez pas me dire que j'ai mis 500 000 € dans un skatepark, alors que l'enveloppe restante pour que toute la population puisse bénéficier de ces terres est de 200 000 €. Voilà le là. Alors, quand vous dites non, je ne vous donne pas la parole, vous avez eu la parole, je ne vous redonne pas la parole. Madame Wagner, vous ne pouvez pas. Je n'ai pas raté une seule commission. Et je participe même depuis le début de votre mandature. Monsieur Schlumberger, je vous demande de vous taire parce qu'à la commission de ce projet, vous n'y êtes pas. On a fait un appel aux jeunes, on a fait un appel aux associations. Je n'ai pas été convié, j'ai assisté à toutes les commissions depuis le début, y compris celle dont je ne suis pas membre. Bon, je vais vous demander de vous taire, sinon je vais suspendre la séance, je vous le dis. Donc si vous aviez participé à toutes les commissions, vous auriez entendu, enfin si vous aviez maîtrisé les dossiers, vous auriez entendu qu'il y avait un groupe de travail sur ce dossier, spécialement sur ce dossier, parce que nous avons voulu que tout le monde y participe. Point. Concernant la résidence d'artistes, vous avez raison, on n'était pas obligé de la faire, mais seulement vous êtes-vous posé la question pourquoi on faisait cette résidence d'artistes? Non, vous dites que on va dépenser en fonctionnement et autres. Monsieur Dietsch est ravi pour la culture. Tout le monde chez nous est ravi pour la culture, parce que la culture, c'est important. On en est privé depuis plus d'1 an. La résidence d'artistes, elle est là pour permettre à des artistes de venir s'entraîner, de préparer leur saison culturelle et d'offrir en même temps à Bernay une séance de leur spectacle. Donc c'est une séance qu'on ne paiera pas. Donc, si on devait prendre ces artistes, bien sûr, on serait obligé de faire une convention et de leur payer leurs prestations, qui seraient certainement supérieures au chauffage et à l'électricité. Madame Pittet, je pense que j'ai répondu aussi à votre question. Donc nous allons aller au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. 3 pour M. Dietsch et 5 pour M. Schlumberger. Délibération numéro 10. Validation de la convention type de mécénat avec des particuliers au profit de la ville de Bernay. Je donne la parole à Madame Turmel.
Merci Madame le maire. Dans le cadre de la loi numéro 2003-709 du 1er août 2003 sur le mécénat, encadrée par l'article 230 du Code général des impôts et selon l'instruction fiscale 4B904 du 9 avril 2004, une collectivité territoriale est éligible au mécénat avec droit à avantage fiscal. Le mécénat se fait sous forme de don. Il peut être financier ou en nature. Il consiste à apporter pour un particulier un soutien à un bénéficiaire d'intérêt général, comme une collectivité territoriale sans contrepartie directe. Il peut en outre bénéficier de réductions fiscales si le don remplit les conditions de l'article 230 du Code général des impôts. Ainsi, la ville de Bernay souhaite développer le mécénat dans la valorisation et la promotion de diverses actions. Le conventionnement est nécessaire pour régir les relations entre la ville de Bernay et les particuliers. Merci, Madame Turmel. Je voulais vous informer que ce matin, nous avons signé la première convention de mécénat avec l'Association du Souvenir français. Donc, y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je vais vous faire passer le parapheur pour signer les maquettes budgétaires eau et ville. Attention, il y a donc 2 signatures à faire. Alors, délibération numéro 11, adhésion au groupement d'achat d'énergie électrique coordonné par le siège. Je donne la parole à Monsieur Bibet. Parce que j'ai pas le même micro, merci beaucoup. Peut-être juste un tout petit mot avant d'aborder la délibération. Je voulais pas brouiller le débat d'avant, mais j'aime bien rappeler aux bons souvenirs à chaque fois. Donc maintenant, vous êtes un peu prévenus, pourtant. Mais votre programme culture, Monsieur Schlumberger, et celui du Nibourg-Bernay, indiquait trouver une nouvelle vocation aux bâtiments abandonnés de la ville pour y créer un atelier pour nos artistes locaux. Je ne sais pas ce que vous avez contre le projet de résidence d'artistes que nous portons. Donc, concernant cette adhésion au groupe d'achat d'énergie électrique coordonné par le siège, cela se situe dans le cadre de la suppression des tarifs réglementés de vente d'électricité initiée en 2015 et donc progressivement étendue à la quasi-totalité des contrats existants. Dans ce contexte, on a souhaité se rapprocher du siège qui a constitué depuis plusieurs temps un groupement d'achat d'électricité et des services associés afin de permettre à nous, collectivités, qui sommes soumis aux dispositions précitées, de se mettre en conformité avec la loi. Donc nous considérons qu'il est dans notre intérêt d'adhérer à un groupement de commandes pour la fourniture d'énergie électrique et considérons qu'eu égard à ses dimensions départementales, le siège est en mesure d'assurer ce rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents. Et donc l'objet de cette délibération est d'autoriser, me semble-t-il, Madame le maire, à adhérer à ce groupement d'achat d'électricité au siège. Merci, Monsieur Bibet. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, délibération numéro 12, création et installation d'un comité consultatif permanent nommé Conseil participatif des écoles. Et je donne la parole à Madame Menant. Donc, création et installation d'un comité consultatif permanent nommé Conseil participatif des écoles. Le conseil municipal a la possibilité de créer des comités consultatifs sur tout sujet d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire. Ils peuvent comprendre des personnes n'appartenant pas au conseil municipal.
Pour cela, il en fixe la composition et les compétences. Il valide également son règlement intérieur afin d'acter ses modalités de fonctionnement. Dans une dynamique de participation citoyenne, la ville de Bernay a pour ambition de lancer une démarche d'association des parties prenantes de la vie scolaire dans la détermination des axes prioritaires concernant le fonctionnement matériel et les investissements des écoles, travaux et achats de mobilier notamment, et plus généralement de participation concernant toutes les décisions liées à la vie de l'école, gestion des transports, budget par élève, projet pédagogique périscolaire, etc. Cette démarche vise à renforcer le dialogue entre les écoles, les parents d'élèves et la municipalité. Elle permet à chaque acteur, avec son regard, de co-construire l'école de demain. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Schumberger. Madame le maire, j'aurais voulu savoir si ce comité était ouvert aux membres de l'opposition. Non, parce que on a mis en place ce conseil, c'est pour faciliter le dialogue avec les directeurs d'école, pour ne pas attendre les conseils de classe et autres. C'est juste une procédure qu'on a voulu faire, plus simplifiée, parce que ce conseil, à chaque retour de vacances, il y aura un conseil avec les directrices d'école. C'est bien ça, Madame Menant? Comme je l'avais dit à Madame Menant pendant le travail de commission, nous aurions été ravis d'en faire partie, mais je comprends votre réponse. Merci. Merci. D'autres questions? Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, je vais redonner la parole à Madame Menant pour la modification du règlement intérieur de la vie scolaire, la mise en œuvre des projets d'accueil individualisés alimentaires. Merci Madame le maire. Cette délibération concerne les enfants bénéficiant d'un projet d'accueil individualisé. Le PAI. Le PAI est un protocole établi par écrit entre les parents, le responsable d'établissement scolaire, le médecin scolaire et la collectivité. Il a pour objet de fixer, entre autres, les aménagements qu'il convient de mettre en place lors des repas. Tout enfant atteint d'allergie ou d'intolérance alimentaire, justifiant à ce titre d'un régime alimentaire particulier, mentionné dans le PAI, doit être signalé au moment de l'inscription au restaurant scolaire. L'enfant peut profiter des services de restauration collective, circulaire ministérielle numéro 2003-135 du 8 septembre 2003, selon les modalités suivantes. Soit, la famille considère que le menu de la restauration est adapté au régime de l'enfant. Le menu est consultable par Internet. Soit, la famille doit fournir le panier repas, composants, couverts, conditionnement et contenants nécessaires au transport et au stockage de l'ensemble. Aucun repas de substitution ne pourra être proposé. Seules les informations médicales notifiées lors de l'inscription au guichet famille pourront être prises en compte par le service de la restauration scolaire. La commune ne pourra en aucun cas être tenue responsable d'un incident lié à un problème de santé non signalé par écrit. Merci Madame Menant. Y a-t-il des questions? Pascal Ditch. Merci. Bien sûr, comment dirais-je, un PAI comment dirais-je, actualisé, mise en œuvre dans le règlement intérieur est très important et j'y souscris bien sûr. Mais ce que je voudrais dire, c'est à la lecture du règlement intérieur, je pense qu'il devrait être toiletté. Donc profitons de la création et l'installation du comité consultatif permanent Conseil participatif des écoles qui a été voté à l'unanimité, d'accord, pour toiletter le règlement intérieur. Alors, je vous donne un exemple tout simple que vous allez vite comprendre et qui pose question. Donc, c'est l'article 2.2 sur la restauration scolaire. Donc, je vous laisse le temps de regarder. Et donc, à un moment donné, il est dit, en fin de page, le personnel encadrant prendra ses repas tout en effectuant sa mission de surveillance éducative. Donc il est clair que là, il y a une incohérence. On ne peut pas à la fois prendre le temps pour manger
et prendre du temps pour faire une surveillance éducative dans la mesure où là, il y a un acte éducatif. Donc soit le personnel, il mange avant, il mange après, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Je crois même que dans le cadre du droit du travail, il y aura peut-être des choses à revoir. Donc si vous voulez, c'est juste une remarque qui va m'inviter à m'abstenir sur le règlement intérieur tel qu'il est, mais j'ai confiance dans le travail qui va être effectué par le comité consultatif permanent, qui est le conseil participatif des écoles, pour toiletter ce règlement qui en a bien besoin. J'en prends note, Monsieur Ditch. Pas d'autres questions? Donc on va procéder au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? 3. Adopté. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 14, adhésion au programme Petite Ville de demain. Donc, comme vous savez, nous avons été lauréats du dispositif de l'État de Petite Ville de demain et nous en sommes très fiers. Ce dispositif a été porté par l'intercommunalité pour représenter les 5 communes. Et donc, aujourd'hui, nous devons délibérer avant le 31 mars pour être d'accord pour que l'intercommunalité signe la convention avec l'État, avec nous, avec le département, avec la région et les autres communes pour officialiser le départ du dispositif Petite Ville de demain. Donc, il vous est demandé de bien vouloir m'accorder de signer la convention Petite Ville de demain. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous en remercie. Délibération numéro 15. Le compte-rendu des décisions du maire prises entre le 1er février et le 28 février 2021. Je donne la parole à Monsieur Pereira. Merci Madame le maire. Je ne vais pas vous faire l'offense de relire l'ensemble des décisions qui ont été prises par Madame le maire, surtout que nous l'avons fait en commission. Du coup, voilà, l'objectif c'est de prendre acte de ces décisions, puisqu'il n'y a pas de vote. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions? Pas de questions? Donc je passe au vote. Ah non, pardon, c'est qu'une information. Ouais, on en prend acte, pardon. Je suis fatigué. Alors... non. Elle est arrivée avant. Alors, nous allons passer aux questions orales. Je donne la parole à Madame Pittet parce que sa question est arrivée la première. Madame le maire, comme vous le savez, Unis pour Bernay se définit comme une opposition constructive et force de proposition. À ce titre, je souhaiterais évoquer le sujet suivant. Je reviens ici sur un douloureux moment, celui de la fermeture de l'activité accouchement au sein de l'hôpital de Bernay. Sa fermeture ayant été confirmée par le tribunal administratif de Rouen ce jeudi 18 mars, à moins d'aller en appel. Cette fermeture a provoqué, à juste titre, dans la population, un sentiment de colère partagée par les uns et les autres sur Bernay et alentours,
mais pas toujours pour les mêmes raisons. Colère sur cette décision ou colère sur les causes qui ont conduit à cette décision. Quels que soient les motifs de cette colère, la seule et vraie raison d'être d'un service hospitalier réside dans sa mission de service public rendu à la population de son territoire et dans l'obligation de qualité de ce service. Une étude sur la santé des femmes en Normandie a été réalisée par l'ORS Normandie, donc l'Observatoire régional de la santé Normandie, en 2018, et ne révèle pas de grande disparité avec les données nationales, si ce n'est au niveau des diplômes des femmes de 20 à 59 ans. Nous savons en outre que notre ville figure en belle place au palmarès des villes hébergeant des familles monoparentales. Dans l'environnement qui est le nôtre, aujourd'hui, en 2021, comment répondre aux besoins de notre population féminine? Comment dynamiser, développer l'activité du centre périnatal, sachant que l'hôpital est un lieu unique pour la prise en charge des femmes au service d'urgence comme en service de gynécologie. En 2016, à Saint-Denis, adossée au centre hospitalier, une maison des femmes a été créée. Dans un lieu unique, un ensemble de professionnels de compétences sanitaires, médico-sociales, psychologiques, juridiques, produisant des actes de soins et de prévention, propose ainsi une prise en charge globale des patientes. Cette maison des femmes fédère 3 pôles d'activité. Un pôle sanitaire, avec consultation pour interruption de grossesse, violence conjugale et intrafamiliale, et chirurgie au bloc de l'hôpital pour les IVG et autres petites interventions gynécologiques. Un pôle de planification familiale, avec accompagnement social et éducation à la santé sexuelle et reproductive et conseil conjugal. Un 3e pôle, accueil des femmes victimes de violences, dépistage, soutien psychologique, juridique, social, groupe de parole et de diagnostic social. En activité depuis 2016, cette maison des femmes est en perpétuelle extension. En 2017, l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, a publié son rapport sur la prise en charge à l'hôpital des femmes victimes de violences avec des éléments de modélisation. Bien sûr, nous ne sommes pas à Saint-Denis, mais en ruralité. La création d'une maison des femmes à Bernay pourrait être une évolution large et intéressante de l'activité et de la mission du centre de périnatalité. Le socle hospitalier, au niveau de la prise en charge sanitaire dans les services d'urgence ou de gynécologie, est le point fort d'une maison des femmes. Quel autre service que ce centre de périnatalité pourrait le mieux correspondre puisqu'il répond déjà à certaines de ces activités? Par ailleurs, les sages-femmes bénéficient d'une compétence sur l'accueil des femmes victimes de violences, ceci dès leur formation primaire, ensuite consolidée par leur formation continue. Mais il faut réunir 3 compétences, médicale, sociale et de coordination. Ainsi et aussi, cette création doit être portée par des acteurs locaux afin que les femmes puissent venir soit d'elles-mêmes, soit via les associations, soit via d'autres intervenants. Le territoire de la Maison des femmes de Bernay pourrait être celui de notre intercommunalité. Il nous faut la possibilité de disposer d'un diagnostic du public accueilli pour définir plus précisément les besoins de la population, la possibilité de disposer de professionnels de santé du médico-social
avec un accompagnement juridique et psychologique. Ces professionnels doivent être en capacité et volonté de s'organiser et chercher à collaborer pour une prise en charge adaptée, permettant d'assurer un suivi sur un parcours dans la durée. Il faut aussi définir des réseaux associatifs existants, voire peut-être des projets déjà existants. Les moyens budgétaires de ce type de maison des femmes, au-delà de la ressource financière propre de l'établissement de santé, il doit être possible de recourir au fonds d'intervention régional, de la mission d'intérêt général, de l'ARS, etc. Il semblerait qu'un appel à projet national pour la mise en place de maisons des femmes soit imminent. Il faut conforter le maillage territorial comme enjeu d'égalité d'accès aux droits, avec une réponse très spécifique aux besoins des femmes, insistant et peut-être profitant du fait qu'au-delà de la fermeture du service d'obstétrique, il est nécessaire de soutenir, d'organiser, d'amplifier les réponses faites aux femmes de ce territoire pour ce qui est du reste de leur vie. Puisque la seule raison d'être, et la vraie raison d'être, d'un service hospitalier réside dans le service rendu à la population de son territoire, faisons en sorte de maintenir et d'amplifier ce service. Allons-nous, à Bernay, laisser passer cette opportunité? Êtes-vous prête, madame, à vous engager en tant que présidente du conseil de surveillance de l'hôpital, maire de Bernay, femme, à prendre l'engagement de créer une maison des femmes chez nous à Bernay? Je vous remercie. Merci, madame Pittet. Une question très intéressante. Donc, vous avez parlé effectivement de la fermeture de la maternité. Vous étiez une des personnes qui était pour la fermeture de la maternité. Je ne vous ai écouté. Qui donc a entendu quelque chose de ce type-là? J'ai passé 20 ans de mon activité à travailler dans ce service, à le défendre, à aller régulièrement... Je vous demande de vous taire ou je ne vais pas répondre à votre question et je vais vous demander de sortir. Donc maintenant, vous choisissez et vous me laissez parler. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas revenir sur ce que je vais dire. Donc, je reprends. Vous y étiez une des personnes qui était pour la fermeture de la maternité, ainsi que Madame Branlot. Vous faites part de votre question du groupe Unis pour Bernay. Par contre, votre question, elle est intéressante, c'est vrai. Mais bien sûr, on n'a pas attendu que vous nous posiez la question. Dès notre installation, Sarah Ferraud a eu la délégation de la compétence des violences intrafamiliales. Et dès le mois de juillet, elle s'est organisée, elle a rencontré le VIF qui était en suspens, l'hôpital et la gendarmerie pour réactiver ce réseau. Donc, depuis maintenant le mois de septembre, et c'est effectif, l'hôpital prend en charge les violences intrafamiliales dès le départ par les urgences où le docteur Faour est le responsable des urgences et c'est lui qui dirige les femmes ou les hommes, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes battus, donc qui dirige vers le centre de violences intrafamiliales de l'hôpital. Les personnes qui arrivent sont prises en charge pour un temps de répit, au départ pour quelques heures, après pour 2 ou 3 jours. Concernant la politique de la ville que nous portons avec l'Interco, les bailleurs sociaux, à notre demande, ont mis des appartements à disposition pour qu'on puisse extraire d'urgence des familles et qu'elles aient un moment de répit avant de les accompagner dans les autres dispositifs. Donc, je salue ici ce soir tout le travail mené par Madame Ferraud et les élus qui l'accompagnent, ainsi que l'hôpital, la gendarmerie, la DDCS, qui nous accompagne également sur le côté juridique, parce qu'il faut un côté juridique et de protection.
Donc aujourd'hui, Bernay reçoit, écoute, oriente ces femmes ou ces hommes battus. Voilà ce que j'avais à dire. Madame Ferraud a eu un empêchement ce soir et normalement, c'est elle qui vous aurait expliqué toute sa démarche. Monsieur Schlumberger. Madame Wagner, candidate, vous aviez de façon très ferme et déterminée pris un engagement devant les Bernayens. Dans une vidéo filmée devant une implantation sauvage des gens du voyage, vous nous aviez affirmé, moi maire, plus jamais ça. Je constate que depuis que vous êtes arrivé à la tête de la ville, de nombreuses installations sauvages des gens du voyage ont eu lieu à Bernay. Vous noterez que j'ai eu la courtoisie de vous laisser le temps de trouver vos marques. Mais trop, c'est trop. Aujourd'hui, le chemin d'accès aux France est envahi et ce sont les habitants du quartier du Stade qui, encore une fois, malgré vos promesses, font les frais de cette situation. Je tiens ici à dénoncer votre promesse électorale démagogique et je m'inquiète de vos prochaines promesses pour les futures élections. Ma question est donc, quand cette situation déplorable sera-t-elle définitivement résolue ? Monsieur Schlumberger, dans ce conseil municipal, vous êtes bien le seul à parler de campagne électorale à venir. Avez-vous une déclaration à faire? Allez-y, la presse, elle est là. Ils vont s'empresser de prendre votre candidature. Vous devez être le candidat au départemental pour poser ce type de questions. On voit bien que vous êtes entré en campagne pour ces futures échéances. On le voit, d'ailleurs, vous le disiez. Mais je suis un peu déçu par votre question. Il y a tellement de sujets qui portent questionnement. Il est vrai que les questions orales doivent parvenir 48 heures avant le conseil municipal et que samedi soir, vous ne saviez pas laquelle poser, alors vous avez tout simplement repris un sujet du journal L'Éveil qui pourrait faire polémique ou essayer de me mettre en défaut. Je peux constater que vous n'avez pas grande connaissance de la vie de notre collectivité et donc que vous ne portez pas grands intérêts aux Bernayennes et aux Bernayens. Vous vous permettez de mettre en doute mes engagements électoraux. Je pense que vous êtes très mal placé pour juger. Les actions que vous essayez de mettre en place font pchit, telle la pétition pour le marché. Car la seule chose qui vous intéresse, Monsieur Schlumberger, c'est d'être reconnu et vu, mais en aucun cas l'intérêt des citoyens. Pour y arriver, il faut aimer sa ville, aimer ses citoyens et surtout ne pas être que dans le paraître. Je tiens à mes promesses, puisque pendant le 2e confinement de décembre, nous avons fait évacuer avec la gendarmerie les gens du voyage qui occupaient le parking dans la zone du Bois du Cours, ainsi que la zone des Granges. Nous avons ouvert un terrain pour qu'ils y stationnent. Avec la météo, le terrain est devenu impraticable. Plus de 80% sont partis dans une autre ville et ne sont restés que quelques familles qui, eux, ont choisi d'investir le chemin Lucien-Quéré. Et ça ne gênait en aucun cas la vie de la cité. Parce que je vous rappelle que 3 familles ont chacune 4 caravanes. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Aucun appel d'administré pour déclarer une gêne, sauf ce lundi matin, une personne a téléphoné au cabinet du maire. Et si ce sujet vous tenait tout particulièrement à cœur, vous auriez dû m'interpeller bien en amont. Mais là, ça prouve encore que vous n'êtes pas investi dans la commune. Et avant de m'envoyer votre mail samedi à 23h, vous auriez dû constater sur place que des caravanes étaient déjà parties. Comme quoi,
vous n'êtes là que pour créer de la polémique et en aucun cas être constructif. Comme vous le savez, la compétence gens du voyage est exercée par l'intercommunalité, qui dispose d'infrastructures pour les accueillir. La ville de Bernay et l'intercommunalité ne sont pas fléchés à recevoir des grands passages. Et pourtant, c'est à Bernay qu'ils veulent séjourner. Avec les services de l'État et l'intercommunalité, nous travaillons activement sur ce dossier pour trouver des solutions pérennes. Voilà, Monsieur Chaumerger. La séance est levée. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.